quand on fait de la recherche finalisée et qu'on veut travailler sur le climat en Afrique, il y a plusieurs gammes d'actions. Je dirais, il y a la gamme d'actions traditionnelle de la recherche qui est de modéliser, qui est de penser, qui est d'étudier, qui est de réfléchir, qui est de faire de la prospective. Et puis, il y a l'action. Nous sommes une institution de recherche finalisée. Et dans cette action, là aussi, il y a toute une diversité de choses qu'on peut faire. On peut aller chercher les données manquantes, et on verra que s'agissant de l'Afrique, c'est un élément important, et que pour les prévisions et l'action, s'il nous manque les données, on va être très sérieusement handicapé. On peut chercher les innovations technologiques qui vont permettre de réduire les gaz à effet de serre. On peut être en appui aux politiques publiques, et c'est important dans des pays qui n'ont pas la qualité des administrations des grands pays européens et occidentaux et qui n'en ont pas les moyens. On peut expérimenter, et ça c'est très important. Rien n'est écrit sur le changement climatique. Il faut essayer, et il faut surtout accepter qu'on aura des échecs avant d'arriver aux bonnes solutions. Donc, de la pensée jusqu'à l'innovation la plus technologique et voire aux startups, et avec une finalité qui est l'impact, changer quelque chose. Et quand on trouve des données manquantes, on change quelque chose. Mais changer quelque chose au profit des populations du Sud. Alors, si on va sur l'Afrique elle-même, l'Afrique est une zone où il y a un impact démultiplié du changement climatique. Donc, vous l'avez dit en introduction, c'est vrai pour des conditions géophysiques, et je serais incapable, et ce n'est pas notre secteur, c'est des collègues du CNRS qui pourraient vous expliquer, et qui travaillent d'ailleurs ici à Montpellier, pourquoi. Mais en tout cas, l'impact n'est pas le même et n'est pas senti de façon équivalente sur la planète, et l'Afrique est très sérieusement impactée. L'Afrique est très sérieusement impactée aussi parce qu'elle a des zones de fragilité préexistantes. Et dans ces zones de fragilité préexistantes, elle a des écosystèmes qui sont déjà très abîmés, elle a un stress hydrique qui est conséquent, elle a des sols qui sont très dégradés, qui sont déjà très dégradés, évalués à peu près à 40% des sols dégradés. Donc elle ne part pas, je ne parle même pas de moyens financiers, je parle juste de terrain, elle ne part pas à armes égales. Et c'est important de le penser. À cela s'ajoute une croissance démographique forte, qui, ne serait-ce que du simple point de vue de la modélisation, change aussi tout, parce que finalement, on s'est modélisé chez nous, avec une croissance démographique extrêmement faible. Mais c'est assez complexe. Donc en Afrique, les conséquences sont multiformes et dramatiques. Alors, dramatiques, je dis vraiment, sécurité alimentaire. Là, on touche à du dur, on touche quand même à des éléments vitaux. Et je ne développerai pas plus, mais il y a la question de l'irrégularité des récoltes dans des pays qui n'ont pas les capacités logistiques de stockage, de transport, qui n'ont pas l'infrastructure de marché et la disponibilité en eau. Tout ça dans des zones qui sont déjà soumises à stress hydrique, donc c'est catastrophique. Il y a une déstructuration territoriale, les changements dans le climat qui entraînent donc une baisse des rendements et qui entraînent des difficultés à trouver de l'eau, notamment quand il y a aussi des élevages. Entraînent des déplacements de population qui déstructurent eux-mêmes des équilibres sécuritaires qui peuvent être extrêmement fragiles, notamment dans la zone sahélienne. Et puis enfin, il y a un impact massif sur la biodiversité. Et cet impact massif, il est très peu mesuré s'agissant de l'Afrique. Alors, qu'est-ce que nous dit, on a fait référence au 4e rapport du GIEC. Dans ce 4e rapport, il y avait un groupe de travail, le 2e, qui a produit un chapitre 22, consacré à l'Afrique et aux spécificités agricoles. Et il nous dit quelque chose quand même. Donc, on attend dans le prochain rapport les évolutions. Mais il nous dit même des choses assez importantes à long terme. Il nous dit qu'il y a bien déjà un changement en cours, ça, vous le savez, on le sait tous, mais que de grandes parties de l'Afrique seront bien au-delà de 2 degrés en 2100. On parle même dans le scénario extrême de plus 6 degrés en 2100 sur le continent africain. Vous pouvez imaginer, quand on négocie sur le plus 1,5, vous pouvez imaginer ce que le 6 peut donner. Alors avec... On focalise très souvent sur l'augmentation de la température, mais en fait, quand on regarde les précipitations, c'est très variable. Si on va vers l'ouest de la bande sahélienne, on a plutôt une diminution des précipitations. Si on va sur l'est, et en particulier les plateaux éthiopiens, on a plutôt une augmentation. Donc on voit cette notion de diversité. Mais par contre, pratiquement partout,
augmentation des phénomènes extrêmes, des crises, et dans des proportions qui sont vraiment dramatiques et inquiétantes. Donc je pense qu'il faut qu'on retienne cela, et en particulier avec des stress hydriques qui amènent derrière, bien évidemment, à penser la question de la gestion de l'eau. Ce qui est sûr, et ça c'est affirmé partout dans les rapports, donc augmentation de température, et on sait déjà, plein d'études l'ont montré, l'impact que cela peut avoir sur les rendements agricoles, et en général, pas toujours, mais à la baisse. Deuxième chose, c'est les processus extrêmes. Et troisième chose, c'est l'inconnu. Je vais vous raconter une petite anecdote très rapidement. À mes collègues du CIRAD, je disais, mais c'est pas grave, pour trouver une variété en Afrique de l'Ouest adaptée à la sécheresse, il suffit, vous savez tous, la question des isoïètes qui suivent le gradient, enfin le nord, ouest-est. Je leur disais, mais c'est pas grave, vous allez chercher une variété à 200 km au nord, vous l'importez au sud, et tout va marcher très bien. Et mes collègues écophysiologistes me disaient, mais tu comprends vraiment rien du tout. En fait, ce n'est pas uniquement une question d'adaptation génétique aux précipitations, c'est qu'on va vers des conditions climatiques qui sont complètement différentes. La teneur en gaz carbonique, la teneur en humidité, les caractéristiques du sol, la manière dont les sols... On va vers l'inconnu total. On ne sait pas où on va. Donc, on a 3 cadres finalement. Il y a la politique commune d'amélioration de l'environnement de l'UEMOA, donc adoptée par les chefs d'État et de gouvernement le 17 janvier 2008. Et c'est ce cadre qui nous permet de travailler sur tout ce qui concerne les questions climatiques, les questions environnementales, les questions de biodiversité. Il y a un autre cadre qui vient d'être adopté, c'est celui du nouveau collège des commissaires auquel j'appartiens, donc qui a prêté serment le 10 mai dernier et qui vient de sortir son CAP 2025, sa feuille de route, sur le quadriennum qui va être le nôtre. Et dans ce quadriennum, il y a 3 éléments qui nous intéressent ici comme action prioritaire. C'est le renforcement de la sécurité alimentaire, la valorisation de l'agriculture durable et la résilience des populations face au changement climatique. Donc, on voit bien qu'on est dans cette dynamique qui me paraît fondamentale. Et puis, il y a un 3e cadre que nous appelons le plan de convergence des forêts entre la commission de l'UEMOA et la commission de la CEDEAO, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, pour voir comment nous pourrions gérer ensemble la dynamique forestière. Et donc, ce que je vais donner comme 2 illustrations de ce partenariat qui me paraît fécond, c'est d'abord avec l'Union européenne, justement. Nous avons 2 programmes qui sont convergents. C'est d'abord le programme d'appui à la préservation de la biodiversité, des écosystèmes fragiles face au changement climatique, que nous appelons le programme PAP-Bio, et le programme d'appui à la préservation des forêts. Et Elisabeth a dit quelque chose, et je dis souscris entièrement, et le président Macron en a parlé à Marseille il y a quelques semaines, lors du Congrès mondial de l'Union internationale pour la conservation de la nature. C'est ce qu'on peut qualifier de climatisation des enjeux de biodiversité. Et ça, nous, on l'observe au quotidien. Parce que le réchauffement climatique fait que les populations ont tendance à quitter le Sahel pour aller vers les forêts humides et les mangroves. Ce faisant, elles créent une pression très forte sur les ressources naturelles qui a un impact dévastateur sur la biodiversité. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, je dirais la première chose, parce qu'on est une institution de recherche, c'est compléter les données. Compléter les données. Les données, c'est important. On a des données spatiales, et au CIRAD, on a une UMR qui travaille sur ces données spatiales, donc qui permettent, sans aller sur le terrain, d'avoir une vision
et notamment sur les nappes phréatiques, notamment sur les avancées de désertification, on a quand même des données. Mais rien ne remplace les véritables mesures sur le terrain. D'abord parce qu'elles sont partagées avec nos collègues africains. Et ces données, il faut les créer pour eux, avec eux, chez eux. Pas avec un satellite chez nous tranquillement. Parce que c'est eux qui peuvent nous dire aussi et nous inciter. C'est un dialogue. Les données, c'est pas quelqu'un dans sa tour d'ivoire, c'est une interaction avec les besoins des populations. Alors, les données, et puis on retombe sur les deux cases traditionnelles d'action, sur toute action climatique, l'atténuation, l'adaptation. Alors, l'atténuation, elle a longtemps été considérée comme une matière noble quand on est dans une institution de recherche. Pourquoi ? Parce qu'on modélise. Alors que l'adaptation, pour aller vite, et je caricature, au fond, c'est des petites pratiques et du bidouillage. L'histoire est bien sûr beaucoup plus compliquée que ça, mais il faut penser qu'on vient de cet héritage-là.